Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents pour la présentation de ce guide pratique de la lettre recommandée électronique. Donc nous allons présenter ce guide avec les différents intervenants, les auteurs qui ont œuvré pendant plusieurs mois pour produire ce guide. Donc les intervenants, vous les découvrez: Guillaume Denet, Séverine Denis qui a un petit problème de transport mais qui va arriver, je lui laisserai la place, Élise Lavabre, responsable qualification métier RGPD de Tessie, Bertrand Totser, également de Tessie, et Camille Petot, directrice générale adjointe vers 24. Je vais vous dire d'abord un petit mot de la FNTC, donc, qui est la fédération, le cadre dans lequel ce guide a été produit. Nous rassemblons depuis 2001 160 acteurs, à la fois des éditeurs de logiciels, des prestataires de services numériques, des professions réglementées, des startups, des experts. Il y a une vraie hétérogénéité de nos membres, et c'est ça qui fait notre force. Le but, c'est marqué, favoriser une digitalisation fiable et sécurisée. Comment on s'y prend? Avec des guides comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, des groupes de travail, des événements, une participation à la normalisation aussi au sein de l'ISO, de la FLOR, du CEN, les masters universitaires aussi qui sont importants pour former des juristes capables de comprendre la confiance numérique. Et voilà, vous voyez nos domaines d'expertise. Il n'y a pas la lettre recommandée électronique, mais ça en fait partie. Ah oui, mais ce n'est pas sur l'affichage. Voilà, donc ce guide qui nous réunit aujourd'hui, il a été créée en fait parce que si elle est de plus en plus utilisée, la lettre recommandée électronique reste méconnue. Elle est bien plus qu'un simple email sécurisé. Et pour faire comprendre ça, donc, au sein de la FNTC, un groupe de travail a été créé à la fin du printemps dernier. Et depuis, donc, la rédaction de ce guide a été rapide, efficace, et avec beaucoup de choses à dire. Et c'est le premier qui est rédigé par des experts du secteur, par des professionnels. Et le but, c'est de répondre à toutes les interrogations que les professionnels, mais aussi les particuliers, peuvent se poser pour utiliser la lettre recommandée électronique. Alors, sur le marché de la lettre recommandée, je vais peut-être passer la parole à quelqu'un de bien plus expert que moi. Oui. Juste peut-être les données Lacoste. Donc effectivement, en 2023, Lacoste a dû transiter ou a acheminé 150 millions de lettres recommandées papier, qu'elles soient complètement hybrides ou pas en tout cas, qui sont passées sur des machines de La Poste et qui ont été affranchies. Et nous estimons, à nous tous, en comptant notre business à nous et ceux de nos compétiteurs, qu'on approche à peu près les 10% de démat, un peu moins de 10% de démat sur ce marché, et donc beaucoup de perspectives encore sur ce marché de recommandé électronique. Élise. Donc j'ai la lourde charge de commencer sur les fondements de la lettre recommandée électronique. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'au commencement, justement, il y a eu la loi du 13 mars 2000. Peu importe le nom de la loi et exactement ce que contenait le reste de cette loi, ça a donné quelque chose de très très important, c'est que ça a donné une valeur probante à l'écrit électronique et la même force, la possibilité d'avoir la même force que le papier. Et à partir de là, on a commencé à construire tout autour une combinaison de textes à la fois européens et à la fois français, soit pour transposer les directives européennes, soit tout simplement pour définir un cadre d'interopérabilité et de sécurité au niveau de l'Union européenne.
Donc peut-être que ici, beaucoup d'entre vous sont familiers avec le règlement eIDAS, qui est apparu en 2014 et qui du coup assurait au sein de tous les États membres de l'Union européenne une certaine forme d'interopérabilité, de sécurité et d'harmonisation des pratiques. Il n'y a pas que la lettre recommandée électronique dans le règlement eIDAS, il est là pour encadrer toutes les transactions électroniques dans l'UE, donc la signature, l'identité, le cachet, le horodatage, mais aussi l'envoi recommandé électronique. Pour ceux qui connaissent spécifiquement le règlement eIDAS, en particulier les articles 43 et 44, disposent et explicitent toutes les pratiques et les modalités des envois recommandés électroniques. L'article 43, l'ERE simple, l'envoi recommandé électronique, et l'article 44, une force qualifiée, ce dont on va parler principalement dans le guide d'aujourd'hui, la lettre recommandée électronique qualifiée. Au niveau de la France, on est venu par-dessus ce règlement eIDAS et en complément le traduire dans le code des postes et communications électroniques par l'article R53 et L100. On est venu quoi? On est venu expliciter les modalités de eIDAS, donner des modalités complémentaires technologiques et également juridiques pour encadrer ces dispositions. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une combinaison des deux. eIDAS donne vraiment le cadre de l'Union européenne et par-dessus, on a le code des postes et communications électroniques français qui est approuvé par des décrets, par exemple le décret de 2018, le décret de 1987, la République numérique. L'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que dans l'Union européenne, on a un cadre, mais en France, on a quelque chose d'encore plus fort, et ça nous donne un certain nombre de cas d'usage, dont on va parler juste après. Est-ce que ça va pour l'instant? Pas de questions? On passe à la suite. Quand on a essayé d'écrire ce guide, on s'est dit il faut intégrer l'ERE et la LRE dans le paysage que tout le monde connaît. Et c'est comme ça qu'on est parti du SMS et du WhatsApp complètement à gauche, et puis du recommandé papier complètement à droite. On avait page 12 du guide. Et donc, ce que l'on voit, c'est un certain nombre de caractéristiques qui sont l'identité de l'expéditeur et l'identité du destinataire. On voit que quand on est sur un SMS, un WhatsApp ou un email, l'identité de l'expéditeur peut être contestable. On constate à l'opposé aussi que pour la lettre recommandée papier, l'identité de l'expéditeur aussi n'est pas certifiée. Et on voit bien que pour la LRE, donc la lettre recommandée électronique qualifiée, on a du vert partout, et pour le LRE un peu moins. Même chose pour l'identité du destinataire. On voit bien que quand on envoie un SMS, un email, on a un certain flou. On voit bien que quand on fait un recommandé papier, un des points forts, en effet, l'identité a été vérifiée, c'est la même chose pour la LRE. Le sujet de l'opposabilité du contenu, qui est un des points forts de notre dispositif. On voit bien que sur le recommandé papier, il n'y a pas de preuve de ce qui est dans le contenu. Pas de papier, de papier, 3 lettres, on ne sait pas. Alors que pour le recommandé électronique, on a l'empreinte finalement des fichiers qui sont dans le courrier. Pareil pour la date et l'heure d'envoi et les réceptions. Là, on a de la traçabilité et souvent on a un cacheur eIDAS qui permet de certifier finalement le contenu. Donc là, avec ce schéma, vous avez finalement les usages que vous connaissez avec un certain nombre de réflexes. Si on va à la slide d'après, on a voulu rentrer encore un peu plus dans le détail et c'est donc page 21 du guide, où là, on essaie quand même de rentrer un peu dans le détail entre l'ERE et la LRE. Donc là, on commence à vous perdre tous, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on voit bien ce que c'est que la lettre recommandée électronique qualifiée, mais le règlement eIDAS prévoit aussi un envoi recommandé électronique simple. Donc, et la grande différence entre les deux, c'est la vérification de l'identité de l'expéditeur et du destinataire. Et on va travailler tout à l'heure les cas d'usage où un envoi recommandé électronique simple est possible, ou là où la lettre recommandée électronique qualifiée est nécessaire. D'ailleurs, c'est justement le point d'après, ou comment fait-on le choix entre les deux? Donc, effectivement, c'est cette subtilité de différents produits dans le recommandé électronique avec différentes sécurités juridiques ou fonctionnalités, comme vous expliquez Guillaume. Et du coup, vous, l'expéditeur, au moment de faire un envoi, il va du coup se poser ces questions. Il va se dire, mais finalement, qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir la solution qualifiée, la plus sécurisée, celle qui a l'équivalence stricte juridique avec la lettre recommandée papier, qu'on connaît tous,
Ou est-ce que finalement je peux me, entre guillemets, contenter, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais d'un produit peut-être un petit peu moins contraint pour faire mon envoi. Et donc l'expéditeur, il est face à ce dilemme. Donc la première question qu'il va falloir se poser dans tous les cas, c'est la première, c'est de se dire, est-ce que l'acte que je vais faire avec ma lettre recommandée, est-ce que de toute façon, est-ce que j'ai une obligation réglementaire d'envoyer une lettre recommandée? Si le texte précise que dans ce cas d'usage-là, il faut une lettre recommandée, il n'y a plus de questions à se poser. Directement, il n'y a que deux choix possibles finalement, l'expéditeur. Soit il fait du recommandé papier, voilà, classique, soit s'il veut faire l'électronique, il choisira de faire de la lettre recommandée électronique qualifiée. Donc ça, c'est la toute première question qui déjà élimine une partie des choix. À partir du moment où il n'est pas obligé dans le texte de faire une lettre recommandée, Donc là, la question qu'il va devoir se poser, c'est de se dire, bon, ok, je ne suis pas obligé par les textes, néanmoins, étant donné ce que je m'apprête à envoyer, est-ce que je considère que j'ai un risque important de litige, de réclamation? Est-ce que le montant du contrat que je m'apprête à transmettre est important, etc. Parce que finalement, il faut se dire que la lettre recommandée électronique, ça va être un petit peu ceinture et bretelle. C'est la solution la plus sécurisée, elle est reconnue comme étant équivalent à l'ALR papier, et il y a ce qu'on appelle l'opposabilité en fait du système de l'ALR, la présomption de fiabilité. Si je fais une ERE, ça va me coûter un peu moins cher, hein. C'est peut-être un peu moins contraint techniquement et c'est un peu moins sécurisé juridiquement. Donc il faut vraiment se poser cette question du risque qu'il va prendre. Ensuite, je vais pas lire de moi. Voilà, donc est-ce que c'est très sensible ou pas? Non, ce n'est pas très sensible. Je veux plutôt faire une économie, choisir une solution simple. Je peux partir sur une ERE. Si quand même c'est vraiment sensible, je veux être ceinture et bretelle, je préfère. Dans ce cas-là, effectivement, on revient au choix de la LRE. Et puis, à partir du moment où on revient sur cette fameuse case choix LRE, il y a encore une question qu'il faut se poser. C'est que quand on est dans l'univers électronique, dans la lettre recommandée électronique, on doit obtenir, si on s'adresse à un destinataire qui est un particulier ou une administration, qui n'est pas un professionnel, on doit au préalable avoir obtenu son consentement à recevoir du recommandé électronique. Donc, dans l'univers papier, il n'y a pas ça. On envoie une lettre recommandée à papier, on ne demande pas aux gens s'ils acceptent de recevoir des lettres recommandées. Dans l'univers électronique, un non-professionnel doit au préalable donner son consentement. On verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons de requérir le consentement, mais cette question, l'expéditeur doit se la poser. S'il n'a pas moyen d'obtenir le consentement du particulier, il devra rebasculer du coup sur l'ALR papier. D'accord? Donc évidemment, je ne l'ai pas dit, la première question, la toute première question à se poser, c'est qu'évidemment il faut une adresse email pour adresser un recommandé électronique, que ce soit un ERE ou une ALRE. C'est à la fois évident et en même temps pas tant que ça, parce que les entreprises ont souvent l'habitude d'avoir des fichiers avec des adresses postales, mais n'ont pas toujours les adresses email de leurs destinataires. Donc évidemment, c'est le tout premier des prérequis. Et voilà le cheminement qui amène à faire le choix entre ERE et LRE. Et on verra tout à l'heure que, selon le cas d'usage, on va choisir l'un ou l'autre. Alors, dans tous les cas, ERE ou LRE, les avantages de la dématérialisation qu'on va retrouver dans toutes les situations, c'est que, évidemment, c'est plus économique. Donc c'est certain, c'est moins cher qu'une lettre recommandée papier ou pour les papiers. On est sur un tarif forfaitaire. Donc c'est d'autant plus intéressant que les envois sont volumineux, hein, des milliards de pages, puisque évidemment dans le monde du papier, au contraire, plus il y a un envoi volumineux, plus ça va être cher. Ça va être aussi d'autant plus intéressant, par exemple, que vous envoyez à des destinataires qui peuvent être à l'étranger. Là, dans le monde papier, c'est pas le même tarif d'affranchissement. Et puis bien sûr, vous faites aussi les économies sur tous les processus internes, d'impression, d'archivage, etc., de déplacement, etc. Enfin, voilà. Donc des économies. C'est plus rapide, on est sur quelque chose qui est immédiat, donc il n'y a pas de délai de prise en charge, vous faites votre envoi, tel jour, telle heure, là c'est exactement il est, 18h12, voilà, votre envoi, il va être horodaté à 18h12 et il va être acheminé de manière quasi immédiate au destinataire. C'est plus pratique aussi parce que
c'est disponible 24/7. Vous pouvez le faire n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, depuis votre espace client, voilà, où que vous soyez. Et de la même manière, le destinataire, lui aussi, peut la recevoir sur sa boîte mail, qu'il soit en vacances, pas en vacances, que ce soit le week-end, que ce soit la semaine, et il n'a pas besoin de se déplacer pour s'identifier et réceptionner son recommandé électronique. Donc ça, c'est les avantages, on va dire, génériques, et on va voir après, dans chaque cas d'usage, il y aura des avantages plus spécifiques. On s'entend encore moins sur celui-ci. On va commencer par un premier cas d'usage. On a choisi de commencer ensemble par un cas d'usage assez généraliste pour bien vous décrypter le fonctionnement pas à pas de l'expédition et de la réception d'une LRE. Et puis ensuite, on partira sur d'autres cas d'usage. Sur ce premier-là, on fait exprès vraiment de détailler pas à pas. Donc on se met dans la situation de Tom, qui est un responsable des ressources humaines en entreprise, et qui veut adresser une lettre recommandée électronique à Lucie, qui travaille, qui est salariée, collaboratrice dans l'entreprise. Donc, Tom, lui, va se connecter à son espace client d'envoi de recommandés électroniques. Éventuellement, ça peut être aussi intégré dans un logiciel métier RH. En tout cas, il est RH, il va se connecter. Lucie est destinataire particulier, puisque c'est une salariée. Donc, si vous l'avez bien retenu, il faut qu'il ait au préalable obtenu son consentement. Donc, par exemple, dans les cas RH, très souvent, c'est dans le contrat de travail qu'on prévoit une clause qui permet d'envoyer des lettres recommandées électroniques. Donc, on va partir du principe ici que Lucie a bien signé un contrat de travail dans lequel elle a consenti à recevoir des recommandés électroniques. Donc, Tom, puisqu'on est dans le cas d'une LRE et comme on l'a vu dans notre fameux tableau vert, orange, rouge, il doit s'identifier avec un moyen d'identification fort pour prouver son identité. Donc là, il y a plusieurs solutions possibles, des certificats, des codes, etc., des clés aussi. Il va faire son envoi. Faire son envoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va venir charger l'adresse mail de Lucie, il va venir charger les documents, les documents qu'il souhaite mettre dans son envoi, et puis faire son envoi. Immédiatement, il va avoir une preuve de dépôt qui va dire, et bien voilà, tel jour, 18h20, l'envoi a été fait à Lucie sur telle adresse mail, etc. Donc dès l'envoi, il a sa première preuve de dépôt, et puis ensuite la LRE va être acheminée, Lucie va l'accepter, pas l'accepter, la réceptionner, pas la réceptionner, donc tout au long du parcours, il y aura différentes preuves de réception, toujours électroniques, donc ça aussi c'est un des avantages, c'est tout est numérisé nativement et qu'on retrouve à tout moment son accusé réception. Donc ce petit carré rose postal que des fois on a du mal à réceptionner, là il est toujours sous la main de chacun. Et donc de l'autre côté, Lucie, donc, elle a donc donné son consentement préalable, elle va recevoir une notification par email qui sera anonyme. On est comme dans le monde du papier, selon ce parallèle, la lettre recommandée papier, quand vous la recevez, vous ne savez pas qui vous l'envoie. Elle est anonyme jusqu'au moment où vous la prenez en main, facteur à vérifier votre identité et vous allez pouvoir prendre connaissance de l'expéditeur. C'est la même chose. Donc Lucie, elle ne sait pas qui lui envoie un recommandé, elle accepte de le recevoir, il faut qu'elle s'authentifie. Donc là, il y a différentes façons de faire. Elle peut avoir une identité numérique, elle peut faire un selfie vidéo, elle peut avoir des codes, donc peu importe. En tout cas, elle va s'identifier et pouvoir réceptionner sa lettre recommandée électronique. Donc Tom recevra, lui, la preuve de réception. Et puis, Lucie, du coup, pourra, une fois qu'elle s'est identifiée, c'est comme dans le monde papier, c'est le facteur. Une fois que le facteur a vérifié votre carte d'identité, vous pouvez accéder aux documents. Là, c'est la même chose. Une fois qu'elle s'est identifiée, elle pourra accéder aux documents. Et donc, tout du long du processus, comme je disais, il y a un dossier de preuve qui va venir se nourrir des différentes preuves de dépôt. Tout va être tracé, tous les documents vont être conservés. Et donc, ça aussi, c'est un autre avantage de la dématérialisation. C'est vraiment ce dossier de preuve qui se constitue et l'opposabilité du contenu. Voilà, donc on est rentré vraiment dans le détail pour que vous compreniez bien les différentes étapes, et pour l'expéditeur, et pour le destinataire. Et je passe la parole à Guillaume pour nous parler des syndics. Merci beaucoup. Donc, un des cas d'usage qui est aujourd'hui un des plus répandus, c'est les syndics de copropriété.
On voit des volumes très importants sur cette activité-là, parce qu'il y a une dizaine de millions de lots de copropriété, et chaque copropriétaire reçoit de 1 à 3 courriers, donc on se retrouve sur 20 ou 30 millions de recommandés papier sur ce segment propre, et c'est là où il y a vraiment un axe important de business pour la lettre recommandée électronique. Et justement, il y a eu depuis 2000 des oscillations d'un côté et de l'autre, mais depuis un décret du 2 juillet 2020, les choses sont claires. On a un décret qui adresse ce marché d'une façon précise. Et donc ce décret nous précise que pour les notifications et les mises en œuvre, dans le cadre de la copropriété de 1965, il est possible soit de faire une lettre recommandée électronique qualifiée, soit de faire un envoi recommandé qui répond à un certain nombre de critères, donc les fameux critères du décret du 2 juillet. Et donc c'est là où aujourd'hui, c'est un marché qui est en train d'accélérer. Il accélère de près de 100% par an actuellement, justement, parce qu'on voit bien une appétence des acteurs là-dessus. Au lieu de recevoir 150 pages par la poste, avec beaucoup d'affranchissement, on a quelque chose qui est beaucoup plus économique. Donc c'est le premier marché de la lettre recommandée électronique aujourd'hui. Deuxième cas d'usage, Bertrand. Donc le cas d'usage des assurances. Donc on a voulu présenter ici ce cas d'usage parce qu'il nous paraît assez universel et complet et intéressant. Tout d'abord parce que ça nous parle à tous, on a tous au moins une assurance. Ensuite parce qu'il y a beaucoup de diversité dans le monde de l'assurance. Diversité en tant que sujet, de support. On a tout ce qui a de la valeur finalement et du risque peut être assuré. Donc on touche plein de sujets différents, que ce soit assurer des personnes, des collectivités, des activités ou des objets. On a énormément on a aussi tous les supports en termes d'organisation qui sont touchés dans ce cas d'usage, que ce soit des entreprises, des associations, des collectivités, et pourquoi pas demain des DAO dans le Web3. Donc c'est quelque chose qui est bien ancré dans les traditions, mais également dans les différentes évolutions qu'on pressent et qu'on voit arriver. Bref, beaucoup de diversité qui nécessite d'utiliser les bons outils au bon endroit pour arriver à avoir le meilleur résultat en fonction de tel ou tel besoin. Donc forcément, le papier est un support, mais pas que le papier. La LRE est un formidable support par les avantages qui ont été décrits avant pour apporter de la valeur ajoutée. On a aussi des cas hybrides parce qu'on commence à capturer les documents pour ensuite les transformer dans un mode ou l'autre, ou bien une fois qu'on a atteint un envoi de LRE, on peut très bien imaginer, s'il n'a pas été retiré, le repasser dans un autre mode qui soit plus traditionnel, comme un mode papier, pour garantir un maximum de résultats. Donc, choisir le bon mode, comme on l'a dit avant, ça passe par un élément fondamental qui est que l'ensemble des supports que l'on peut utiliser ont la même valeur juridique. Donc, ils sont quelque part interchangeables et on peut mettre les leviers à l'endroit où on veut. Et on a un deuxième avantage également pour appliquer tout ça dans le domaine de l'assurance, c'est qu'il y a beaucoup de règles bien définies, bien structurées, des règles, on va dire, qui touchent deux domaines. Un premier domaine qui est celui de la confiance, puisqu'il y a toute une série de prestations de services de confiance comme la LRE, mais d'autres également qui sont directement rattachés à la problématique des assurances. Et pour la communication, bien entendu, la LRE est au centre du débat, puisque dans les différentes règles d'usage, on va retrouver notamment beaucoup d'échéances, beaucoup de dates, beaucoup de jalons. Et il n'y a rien de tel pour honorer des jalons qu'une communication par lettre recommandée, et donc par lettre recommandée électronique.
Donc un très très fort potentiel bien identifié. Et au niveau des usages, on a un certain nombre de décrets, de lois qui vont dans ce sens-là. On peut citer la loi Hamon. Je ne vois plus en slide, j'ai un peu de mal à voir. Ça après, voilà. Donc on peut citer par exemple la loi Hamon qui traite en fait de la résiliation à tout moment sans frais d'un contrat à partir du moment où il est arrivé à une certaine échéance, où les transactions sont réalisées entre les assureurs sous couvert effectivement d'engagement et de jalons qui sont tout à fait adressables par des LRE. Et c'est là aussi qu'on voit que l'avantage de la LRE, par la rapidité, la simplicité, des coûts beaucoup moins chers, permettent d'apporter vraiment de la valeur à l'ensemble des échanges. On a dans ce cas d'usage de l'assurance également d'autres usages qui sont très très fortement intéressants avec la LRE. C'est tout ce qui concerne les mises en demeure, notamment la partie recouvrement, où il y a également des échanges très très fortes. On parle des 11 jours calendaires suite, notamment à la fin d'un contrat. Donc là, il faut marquer les dates, marquer le coût, le redatage ne suffit pas toujours. Et en termes de communication, la lettre recommandée est tout à fait adaptée. Et le dernier exemple que je citerai, c'est celui de l'expertise, où lorsque vous avez un expert en assurance qui est mandaté parce que sa conclusion est contestée par l'assuré, à ce moment-là, il y a une réunion, il y a une convocation, et tout ça, c'est également soumis à des règles temporelles très fortes qui sont actées et mises dans un faisceau de preuves qui est horodaté. Et là, la LRE est formidable entre pour aller vite, rapidement, et apporter toute la valeur et une baisse de coût et la possibilité d'automatiser fortement les traitements. On l'a fait. Merci. Alors, un autre cas différent, on a essayé de faire des choses variées, donc le cas du notaire. Les notaires, 7000 études en France, environ 70 000 collaborateurs, 5 millions d'actes, 1 million de ventes de logements anciens par an à peu près. Donc les notaires c'est une profession qui utilise beaucoup de recommandés. Les cas d'usage des notaires, ça va être toutes les notifications, ce qu'on appelle les notifications SRU, donc en fait le compromis de vente qui doit être envoyé à chaque acquéreur, souvent des époux, donc souvent 2 acquéreurs, qui doivent être envoyés par lettre recommandée. Des documents qui sont bien souvent très volumineux, avec plusieurs annexes. Les notifications VEFA, donc là c'est sur des logements neufs en construction. Là aussi, le projet doit être notifié à chaque acquéreur, au moins 1 mois avant la date prévue, etc. On doit avoir le contenu, il y a le projet d'acte, des plans, des notices techniques, etc. Donc là aussi, des documents volumineux. C'est vrai que les notaires, pour le coup, sont passés à la lettre recommandée électronique il y a déjà plusieurs années. Ils sont très nombreux à l'utiliser. Vous en avez peut-être d'ailleurs vous-même à titre personnel reçu. Donc ils ont bien adopté cette solution. Et c'est vrai que pour eux, si on rentre dans les avantages spécifiques pour eux, les notaires sont tous équipés d'une clé qui s'appelle une clé REAL. Donc ça leur permet de s'identifier facilement pour faire leurs envois. Plus ils sont eux-mêmes officiers publics ministériels, donc ils peuvent eux-mêmes vérifier l'identité du destinataire. Donc ça aussi, ça facilite forcément. Ils vous reçoivent dans leur étude. Bertrand, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous envoie des LRE? Bertrand me dit bien sûr. Et hop, ça y est, j'ai le consentement. Je récupère l'adresse de Bertrand, le maire, et la prochaine fois, ce sera très facile d'envoyer une lettre recommandée. Donc les notaires, on pourrait penser peut-être une profession ancienne, mais finalement une profession qui utilise beaucoup la lettre recommandée. Donc voilà encore un cas d'usage différent. Notre profession réglementée, les avocats.
Les avocats aussi utilisent beaucoup de lettres recommandées. Bon, c'était quelques exemples, mais ça peut être dans le cadre de la relation avec leurs clients. Dans la relation avec leurs clients, ça peut des fois se dégrader. Donc ils ont dans ce cas-là, avant de saisir le bâtonnier, ils vont faire un mail, faire une lettre recommandée, faire une mise en demeure en recommandé. Donc ils peuvent utiliser la LRE dans le cadre de leur relation client. Ils ont aussi, ça les intéresse quand ils ont des dossiers très urgents, des déclarations de créances, il y a des fois des dates, des échéances, etc. Donc ça leur permet, là c'est vraiment l'avantage de l'immédiateté de la solution, des dossiers de litige. Alors le divorce par consentement mutuel, ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait non, parce que du coup on est typiquement dans une situation où il y a un consentement des deux parties pour divorcer rapidement, donc ils sont d'accord, ça va permettre de déclencher plus vite le délai légal de réflexion, donc finalement ça fonctionne assez bien. Alors là, comme on disait tout à l'heure, dans le cas RH, la bonne pratique, ça va être de prévoir dans le contrat RH une clause qui indique qu'on peut envoyer des lettres recommandées électroniques. Ben là, ça va être dans la convention d'honoraires ou dans la convention de divorce que les avocats vont intégrer systématiquement le fait de pouvoir envoyer des lettres recommandées électroniques. Le fait de faire ça dans les contrats n'oblige bien sûr pas à envoyer en électronique, mais permet, le jour où l'expéditeur souhaite le faire, voilà, d'avoir déjà recueilli le consentement. Et les avocats, un petit peu comme les notaires en tant que profession réglementée, ils ont eux aussi une clé, c'est la clé RPVA qui leur permet de s'identifier. Et les avantages plus particuliers pour les notaires, ce qu'on a vu, c'est vraiment accélérer les procédures juridiques. Ils apprécient aussi beaucoup le fait de pouvoir avoir tous les éléments de preuve à portée de main, puisque c'est une profession dans laquelle ils ont beaucoup besoin d'apporter des éléments de preuve. Et finalement, tous les dossiers sont nativement numérisés, donc ça fait partie de ce qui va séduire les avocats dans ce type d'usage. Je crois que c'est toi. Voilà, on continue notre petit tour d'horizon des usages. Et donc là, on arrive au secteur public, mairie, urbanisme, où justement, depuis le 1er janvier 2022, la loi Elan pousse finalement l'administration à dématérialiser un certain nombre de processus, et en particulier le processus d'instruction sur les permis de construire, les permis de construire, et donc et tout ce qui est lié à l'urbanisme. Et donc là, aujourd'hui, quelque part, c'est aussi un nouveau cas d'usage, où la mairie reçoit finalement cette demande en ligne par les plateformes dématérialisées. Et une fois que la décision soit est en retard, et à ce moment-là, il vous informe, soit arrêté, et il vous informe aussi finalement par lettre recommandée électronique. Donc on voit aussi un nouveau pan qui est en train d'accélérer sur la lettre recommandée électronique, donc secteur public, mairie, urbanisme. Autre point d'usage aussi, le recouvrement de factures. Tout à l'heure, on a évoqué la différence entre l'ERE et la LRE, et je dirais que c'est toujours un choix qui n'est pas simple. Et en tant que professionnel, pour recouvrir des factures, dans le cadre, par exemple, d'une relation entre professionnels, justement, le recouvrement des factures peut se passer aussi par l'envoi recommandé électronique simple. Et là, le texte qui nous permet de le voir, c'est le Code civil, c'est le débiteur doit informer d'une façon satisfaisante plutôt le débiteur doit être mis en demeure par le créancier. Et donc, on voit très bien que ça, l'envoi recommandé électronique simple est possible. Et pour entrer un petit peu plus dans le cas d'usage, pourquoi il est intéressant de passer par du recommandé électronique, c'est les délais. C'est l'efficacité. Quand vous faites du recouvrement, quand vous envoyez un recommandé papier, vous êtes dans un tunnel où vous aurez des informations sur l'AR de réception entre 5 et 15 jours après. Si la personne ne vient pas le chercher, c'est entre 25 jours et 2 mois. Alors qu'avec le recommandé électronique, vous avez en instantané finalement la réaction du débiteur. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir saisir ce qui se passe. Le cas d'usage d'après, c'est les transporteurs. Oui, alors un cas d'usage un peu pointu, mais pour montrer que c'est vraiment dans tout type de secteur qu'on peut utiliser du recommandé électronique. Là, c'est le cas des transporteurs et des livraisons. Quand on livre une marchandise, si il s'avère que la réception de la marchandise est cassée, endommagée, il faut pouvoir le signaler, si on veut pouvoir être indemnisé, et il faut le signaler par lettre recommandée. Donc là, effectivement, la lettre recommandée électronique
va permettre de le faire très rapidement, et donc derrière, l'avantage, ça va être de recevoir, d'être indemnisé plus rapidement. Puisqu'il y a un délai pour faire la notification lettre recommandée, il faut le faire sous 72 heures. Donc avec la solution électronique, déjà, on peut le faire très facilement, on n'est pas soumis aux horaires de levée de la poste, etc. Donc c'est plus facile de respecter le délai des 72 heures et donc voilà, d'avoir la réception en face et les indemnités. Donc, je crois que c'était le dernier. Le message qu'on voulait vous passer, c'est de se dire que finalement, quel que soit le cas d'usage, à partir du moment où vous êtes dans une situation où dans le monde papier, dans le monde physique, vous avez besoin d'envoyer une lettre recommandée, vous avez une solution de recommandée électronique qui est disponible et normalement ça s'adapte à toutes les situations. On passe sur la partie questions et Séverine nous rejoint. Mais je vais rester debout. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Personnellement, j'ai tout compris, mais peut-être pas tout en vérité. Nous avons un petit peu de temps pour poser des questions. Donc, avez-vous des questions? Et je vois déjà quelqu'un qui se jette à l'eau. Incroyable. Et je n'ai pas donné la règle des questions, c'est une question et on s'adresse à toute la salle pour que ce soit bien entendu. Bonjour, j'ai une question aujourd'hui. Vous avez beaucoup axé votre présentation sur la lettre commandée électronique, sur le code français. En fait, on a déjà eu le code de l'implémentation ISAS de la semaine dernière. On l'a entendu parler. Ce qui veut dire qu'on a des actes d'implémentation qui vont paraître dans un an, mais que déjà EIDAS 2 prescrit un niveau d'identification au niveau élevé et pas substantiel du destinataire. Ensuite, il y a potentiellement des actes d'implémentation qui vont faire référence à des standards existants. Alors, il y a des standards ETSI, excusez-moi de le citer, le 319-522-1, qui définit une architecture de flux et qui distingue de façon très différente à la mode française, puisqu'il distingue une notification optionnelle anonyme d'un ce qu'ils appellent en anglais consignment, d'un dépôt qui doit nécessiter la définition de l'expéditeur et de ce qu'on appelle, pour mettre à disposition un recommandé électronique qualifié, de ce qu'ils appellent le handover, c'est-à-dire où on peut aller récupérer le recommandé électronique qualifié. Donc on a bien pour la vision interopérabilité européenne, mais également reconnaissance juridique mutuelle entre les différents pays. Il va falloir que la France évolue et que ce qui est fait en France, en fait, ne correspond pas aux spécifications ici. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et le prérequis du niveau élevé, qu'est-ce que ça va changer dans nos usages. Merci beaucoup. Si vous aviez tout compris, maintenant je pense que c'est foutu. Mais on avait prévu. Alors, merci beaucoup pour cette question extrêmement pointue. Comme vous le savez tous, le règlement IDAS V2 a été validé par le Parlement européen la semaine dernière. Donc en effet, on découvre le texte. Il était resté un peu sous le manteau, on avait un certain nombre d'hypothèses et donc aujourd'hui, concrètement, on va regarder ça attentivement. Et en effet, on vous a parlé aujourd'hui du marché français, qui est régulé par l'ANSSI. L'ANSSI a sorti un référentiel que l'on doit satisfaire pour être qualifié en droit français, IDAS, mais quand même avec cette contrainte française. Et on est en train d'analyser attentivement justement les différents sujets, à la fois sur l'e-delivery et le registre de mail, à la fois sur la 319, 521 et 531. Donc on voit bien un certain nombre de sujets où il va falloir qu'on se prononce. Mais on ne s'est pas encore mis autour de la table à l'acteur français pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on souhaite et sur quoi on va essayer d'appuyer. Donc c'est un de nos projets futurs. Après le guide qu'on voulait pour le grand public, on aura une discussion entre nous pour savoir exactement comment on va régir par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a du pain sur la planche. Vous avez commencé les échanges avec l'ANSSI? Oui, tout à fait. Non, mais on se voit souvent et on a, je dirais, par rapport à notre profession, deux axes. Il y a un axe de vulgarisation et de présentation professionnelle au grand public. Et puis il y a un axe vraiment réglementaire. Et on voit bien que l'ANSSI est à la fois un accélérateur et parfois pas un accélérateur sur un certain nombre de sujets. Donc on va travailler avec eux. Il y a une position par rapport aux termes juridiques
certification de signe de type IN, donc avec le mini. Donc il y a vraiment un problème juridique de fond qui n'est pas un problème uniquement un signe et de position du. Mais je volontiers vos coordonnées à la fin parce que vous êtes très très pointu et on a besoin de vous pour le groupe de travail parce que là, je dirais que voilà. En tout cas, merci beaucoup. Élise, peut-être. Oui, pardon. Par rapport à votre question, madame, finalement, elle repose vraiment sur des aspects techniques et technologiques et comment on va faire. Tu vois bien la problématique juridique. Le règlement EIDAS 2, c'est un règlement qui s'applique directement à la France. Donc, en cas on la transpose, on la dispose, on l'applique, on met plus de choses dans le code des postes et communications électroniques. C'est important, on va le faire. Mais tout ce qu'il y a dans le règlement EIDAS 2 s'applique directement. Donc, il faut partir de ce postulat. Tout ce qui est technique, normative, par ailleurs, dont la dame a parlé, tout ça, c'est des choses qu'on analyse, nous, prestataires. Et on l'a toujours fait, prestataires de confiance. Les évolutions technologiques et techniques demandées à la fois par l'Union européenne et par l'ANSSI, on les a toujours prises à notre charge, on a développé, on a évolué, on s'est mis au niveau. Tout ce qui est technique, il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, effectivement, la vraie question sur l'anonymat, ça c'est important, ça va prendre plus de temps. Voilà. Alors, monsieur d'abord et madame ensuite. Dans les contentieux en jeu, la lettre papier, ça vaut à peu près 0. Il faut une remise en main propre. Alors, est-ce qu'avec les lettres électroniques, ça, on est vraiment sûr de la valeur? Parce qu'avec du papier, devant les tribunaux, on se fait ramasser à chaque fois. Donc, c'est seule la remise en main propre qui peut être valable. Donc, est-ce que les électroniques ont ce niveau de fiabilité, de confiance? Oui. Après, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que la lettre recommandée électronique, dès lors qu'elle est opérée par un prestataire de confiance qualifié, a exactement la même valeur juridique que la lettre recommandée papier. Alors, après, ce qu'elle apporte en plus, c'est qu'on a une preuve du contenu, puisqu'on a le document qui est alors, je ne sais pas ce qu'on veut dire quand on dit que la lettre recommandée de papier n'a aucune valeur. Dans les tribunaux, ça peut être contesté et vous avez tort à chaque fois. Tort à chaque fois, je ne pense pas. On a des exemples contraires, et même sur recommandé électronique. Après, le juge est souverain. Mais la lettre recommandée électronique, il y a une présomption de fiabilité. Après, ça peut être remis en cause. L'opérateur doit pouvoir prouver qu'il a respecté le référentiel, etc. Et elle a la même valeur juridique que la lettre recommandée papier. Donc après, voilà, si vous considérez que la lettre recommandée papier n'a pas de valeur, c'est tout sujet. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a un juge, il y a un jugement, et elle a la même valeur juridique qu'une lettre recommandée papier. Question, madame et madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je vais essayer de parler dans le micro. Moi j'avais deux questions assez rapides. Vous avez partiellement répondu à la première, parce que je voulais juste que vous reveniez sur ce que vous avez expliqué sur l'opposabilité du contenu, puisque vous indiquez que en fait il serait supérieur du coup pour la lettre recommandée à la lettre recommandée papier. C'est ça que je ne comprenais pas bien. Zéro opposabilité par rapport à qui, et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que on parle du contenu, on parle du fait qu'on peut prouver que c'était bien ça qui était dans la lettre? J'imagine que c'est ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez mis des recommandations, j'ai juste parcouru rapidement le titre ce soir, sur la conservation du coup. Est-ce qu'on cale en fait la conservation sur la durée prévue par le contenu de la lettre? C'est-à-dire, j'imagine qu'il faut tirer dans... que ça suit le régime de la lettre concernée, qui peut être différent en notarial ou assurance. Voilà, est-ce qu'il y avait des choses là-dessus? Oui, sur votre première question, l'opposabilité du contenu. C'est clair que la lettre recommandée papier, avec ses 150 millions par an, la problématique, c'est que vous n'avez aucune preuve de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et donc, vous avez mis un courrier ou un autre, quelque part, c'est un des points qui est opposable dans les tribunaux, en disant, moi, j'ai convoqué un entretien préalable, et moi, j'ai reçu ma feuille d'augmentation de salaire. Bon, voilà, vous êtes trompé, je suis désolé, mais personne ne pourra mettre la balle au centre. L'avantage du recommandé électronique, c'est qu'on prend l'empreinte numérique du fichier qui est transféré. Et donc, cette empreinte est unique pour chaque fichier.
Et donc on aura la possibilité de dire le contenu de l'enveloppe c'était celui-là. Et dans les preuves qu'on établit, on met l'empreinte numérique du fichier, un char 256 qui permet de dire, ben voilà, c'est bien ce contenu que l'on a. Sur l'autre question, Au niveau de la conservation, il faut distinguer deux choses. Ce que le prestataire de confiance qualifiée doit faire, parce que c'est dans la norme, donc on doit conserver tout au minimum de 7 ans. Voilà, pour tout ce qui est lettres recommandées électroniques qualifiées, donc toutes les preuves d'acheminement, le redatage, le contenu, le dossier de preuve en intégralité. Le destinataire, quant à lui, y a accès pendant une durée de 1 an, 10 ans, donc à partir du moment où il a effectué sa démarche pour y accéder. Et ça, c'est des choses qui incombent aux prestataires de services de confiance qualifiés. On doit faire ces deux durées. Indépendamment, notre client, donc celui qui va envoyer la lettre recommandée électronique, celui qui est à l'origine de cette demande, conserve ses obligations de conservation légale et réglementaire qui s'appliquent à son secteur. S'il doit conserver la preuve de son envoi via lettre recommandée papier ou lettre recommandée électronique pendant 5 ans, par exemple pour la prescription commerciale, il doit le faire indépendamment. Que le service vous soit fourni en parallèle par ce même prestataire, c'est possible dans certains cas, et toutefois, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans le service de la lettre recommandée électronique qualifiée. Soit vous vous appuyez en vous disant il y a au moins 7 ans par le prestataire de service de confiance, je suis raccord de ce côté-là, soit vous vous dites que j'ai cette option-là, mais je vais en parallèle et pour mes propres besoins conserver le dossier de la LRE. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Et évidemment, nous ne pourrons que vous recommander de faire de l'archivage électronique en bonne et due forme. Bonjour à tous. Donc moi j'ai une question sur. Donc on a parlé de l'envoi de recommandés électroniques. Si jamais l'adresse du destinataire n'est pas vérifiée ou tombe dans le vide, comment prouver que le destinataire a bien reçu le recommandé? Au niveau du papier, on a des retours NPAI, PND. Au niveau de l'électronique, comment ça se passe? Je dirais sur l'adresse erronée, on a le même sujet qu'avec le papier. Si vous envoyez un collaborateur à une adresse qui n'est pas la sienne, vous aurez beau l'avoir convoqué à un entretien, mais si vous l'avez convoqué à une adresse à Marseille alors qu'il habite Nice, quelque part, la valeur juridique de votre envoi est nulle. Lui dira « je ne suis pas bien à mon entretien », et vous direz « mais si je vous ai convoqué, à quelle adresse ?» L'adresse papier n'est pas la bonne, et là on verra qui vient la faute. C'est-à-dire que si le collaborateur vous a communiqué une fausse adresse délibérément, ben là on verra qu'il y avait une intention de ne pas être tout à fait honnête. Si après ça vous êtes trompé et finalement vous avez récupéré une adresse qui n'était pas la sienne par erreur, concrètement on met la main au centre. Et pour l'électronique c'est exactement le même sujet. Nous avons une relation ensemble commerciale. Si vous me communiquez une adresse pour que je vous échange des informations ou des éléments de contrat, quelque part je vais utiliser cette adresse. L'exemple que je prends toujours, c'est toto22@gmail.com. Si c'est l'adresse que vous m'avez communiquée pour nos échanges, et vous m'avez donné votre consentement pour recevoir des courriers à cette adresse-là, ben, je vais vous l'adresser à cette adresse-là. Et si après ça on se retrouve dans les tribunaux, je dirais ben, cette adresse, vous m'avez communiquée, c'est celle avec laquelle vous m'avez indiqué qu'il fallait vous écrire, je vous écrirai cette adresse-là. Si après ça j'ai fait l'erreur, là on revient peut-être un complément. Oui, juste un complément. Le deuxième aspect de votre question, je pense, c'était aussi de se dire et qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à délivrer sur cette adresse mail? Eh bien, on a effectivement, dans votre dossier de gestion de preuves, on va avoir effectivement des preuves de non-distribution. Et on va dire, ben voilà, on n'a pas pu distribuer, alors après, avec des motifs plus ou moins variés selon l'opérateur, mais en tout cas, il y a bien des preuves de non-distribution équivalentes à ce qu'on appelle le NPAI, enfin ce qu'on appelait le NPAI, maintenant on dit TND à la poste. Le fameux Gutenberg. Mais la différence, c'est que vous le saurez plus vite. Beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Moi j'ai deux courtes questions. Celle de la réversibilité. Au cas où le prestataire de confiance est liquidé ou on change le prestataire de confiance, est-ce qu'on peut rapatrier les données? Seconde question qui n'a rien à voir, au sujet de l'accusé de réception, il y a une présentation ou il y en a plusieurs? Je réponds sur la présentation, si ouais. tu fais la réponse. Donc
Vas-y, réversibilité. Et effectivement, c'est une obligation de la norme pour les prestataires de services de confiance d'avoir ce qu'on appelle un plan d'arrêt d'activité. Donc ça correspond à la notion de réversibilité qui peut être incluse dans ce plan d'arrêt. Le plan d'arrêt, c'est qu'est-ce qui se passe si l'opérateur met la clé sous la porte. Ça, c'est quelque chose qui est audité dans le cadre de notre qualification tous les 2 ans. Donc qu'est-ce qui se passe si l'opérateur met la clé sous la porte? Comment on décline justement cette fermeture d'activité? Ça inclut évidemment une phase de réversibilité auprès de nos clients qui est ultra séquencée avec des jalons très précis sur les calendriers qu'on doit mettre en œuvre, quand on doit informer nos clients, quand on doit fermer maximum la mise à disposition des preuves pour nos destinataires. Donc il y a vraiment un calendrier très précis. Et quant à la réversibilité vers un autre prestataire qualifié de confiance, effectivement, je pense que je dis pas un secret en disant que la plupart de nos plans d'arrêt d'activité proposent cette réversibilité vers un prestataire qui a le même niveau de confiance et le même niveau de qualification. Tout ça, c'est à voir indépendamment, expéditeur par expéditeur, selon le souhait de l'expéditeur d'ailleurs d'être repris par un autre prestataire ou pas. Et pour la deuxième partie de votre question, si j'ai bien compris, c'est quand on envoie effectivement, je prends le nom du papier, le facteur va venir présenter une fois votre domicile, peut-être 2, vous allez peut-être utiliser le service de la poste pour demander de revenir, et sinon il faudra vous déplacer en bureau de poste. Dans la lettre recommandée électronique, alors je ne sais pas exactement le détail des options de chacune de nos offres, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on a des systèmes où on peut relancer plusieurs fois. On ne l'a pas dit, mais dans le recommandé électronique, comme dans le nom de papier, il y a un délai d'instance de 15 jours. Donc on envoie la LRE, vous la recevez, madame, vous recevez une première notification, comme on l'a dit, anonyme, qui vous dit que quelqu'un souhaite vous envoyer une LRE. Et vous allez avoir 15 jours pour, finalement, vous identifier et réceptionner votre LRE. Même délai que dans le nom de papier. Et par contre, dans l'avantage supplémentaire avec l'électronique, c'est qu'en général, l'opérateur va permettre de faire des relances, de paramétrer des relances. Donc voilà, si vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas vu la notification, ou vous avez dit je m'en occuperai plus tard, vous allez l'oublier, peut-être que 3 jours après, 5 jours après, voilà, vous allez avoir des relances. Donc ça permet aussi à l'expéditeur, je dirais, de maximiser la chance que le destinataire ouvre bien sa LRE. Alors, il nous reste 3 minutes. Une question et peut-être éventuellement une derrière, si c'est rapide. Est-ce qu'il y a obligation du destinataire d'ouvrir son mail pour être informé? S'il n'ouvre pas son mail pour X ou Y raison? On va distinguer destinataire particulier ou professionnel. Le destinataire particulier, il n'a pas plus l'obligation d'ouvrir un recommandé électronique, il a l'obligation d'ouvrir un recommandé papier. C'est exactement pareil. Le recommandé papier, vous savez que c'est un recommandé des impôts, je ne sais pas quoi, vous ne voulez pas l'ouvrir, vous n'ouvrez pas votre facteur et puis vous n'allez pas chercher votre lettre recommandante bureau de poste. Vous pouvez faire la même chose dans le recommandé électronique. Vous pouvez dire, j'ai reçu la notification, oulala, je ne veux pas voir, je fais le mort, les 15 jours passent, et puis mon expéditeur, il aura l'information que je n'ai pas accédé à ma lettre recommandée électronique. En revanche, le destinataire professionnel, lui, a obligation, il doit être organisé pour réceptionner des lettres recommandées électroniques, et il a obligation de les réceptionner. Une dernière. Allez, une dernière pour la route. Une dernière sur la cybersécurité. Aujourd'hui, on commence à avoir du phishing. Après le phishing, on a vu le phishing. Est-ce que vous n'avez pas peur avec la diffusion de la lettre recommandée électronique qu'on va appeler le phishing, qui serait finalement des fausses informations venant de plateformes, de fausses plateformes, et qui envoient finalement vers de la fraude? Je peux en parler? Le micro pour répondre. C'est vrai qu'il y a On va essayer d'avoir une réponse. En fait, on a la même problématique sur du papier ou de l'électronique. On a eu là le sujet avant sur le H du document. Pour l'électronique, sur le papier, on a la même chose. Si vous prenez une ligne de production traditionnelle,
et vous envoyez le recommandé, vous allez vous planter. Parce que c'est des processus qui nécessitent beaucoup plus d'intégrité, d'intégralité à tous les niveaux. Vous avez des codes 2D sur chacune des pages, vous avez toute cette série qui sont adossées à de la traçabilité. Et c'est la même chose pour le courrier recommandé. On ne peut pas traiter aujourd'hui du courrier recommandé si on ne remplit pas toutes ces exigences de crypto liées à la traçabilité, à l'intégrité, à l'intégralité des données. Et c'est pour ça que dans une ligne de production papier ou électronique, on réfléchit bien entendu à plein d'algorithmes. On parle beaucoup de post-quantique, par exemple. C'est des sujets qui sont aujourd'hui, qui commencent à être sérieusement abordés dans l'ensemble des lignes de production, qui sont une fois de plus spécifiques aux recommandés. Mais en tout cas, voilà, évidemment, dans notre secteur, comme dans tous les secteurs, ce sera de plus en plus ciblé, et on aura de plus en plus d'attaques, en tout cas de tentatives d'attaque. Et nous, ça nous est arrivé, parce qu'effectivement, on est sur une marque La Poste, donc, qui est connue. Et donc, effectivement, on a eu une tentative de fraude. Alors après, l'avantage du recommandé électronique, c'est qu'on peut agir à la source, on peut stopper les endroits, on peut faire des choses. Des faux avis dans les boîtes à lettres. Exactement, il y a des faux avis dans les boîtes à lettres, il y a des fraudes, ce qu'on appelle la fraude à la contravention, qui est très connue. Donc oui, le recommandé électronique, c'est un support qui lui aussi, il y aura aussi des utilisations de recommandés électroniques frauduleuses. Voilà, donc ça fait partie à tous, enfin, les opérateurs de responsabilité, de se prémunir de ce type d'attaque. Si je peux me permettre, c'est là où c'est notre régulateur à toute sa place. C'est très important puisqu'effectivement, lorsqu'on est victime d'une fraude, le simulacre de notre service, de clone de notre service pour aller dans ce que vous présentiez tout à l'heure, notre régulateur a toute sa place. Il tient la liste de confiance, il y a le EDAS dashboard aussi bleu. On peut toujours bien dire non, vous voyez, nous c'est comme ça, c'est cette OID là, pour ceux qui parlent un petit peu de notre optique, c'est ce site internet là, c'est ce certificat d'authentification de site web. La cybersécurité est vraiment, vraiment très importante et notre régulateur maintient tout ça d'une main de fer. Parfois c'est compliqué parce que c'est très technique et que c'est un cadre très strict, mais justement ça nous permet d'avoir ce degré de confiance justement sur les services qu'on donne. Voilà. Et ça évolue en permanence, c'est quand même un sujet qui évolue. Et c'est là qu'on peut faire le rapport avec les deux, où on a l'apparition quand même de l'EID avec des wallets, des lignes et des registres distribués qui sont chargés justement d'anticiper ce genre de choses. De ta part, ça n'aide pas? Bah oui. C'est fait exprès. Oui. Alors, non. Je voulais juste les Yves, comme nous avons un timing à tenir, que moi-même je n'ai pas tenu, mais comme ça on va pas être trop fort dans la même journée, nous allons avoir le temps de nous retrouver ici pour boire un verre tous ensemble, répondre à vos questions les uns les autres. On se doit de tenir notre temps, donc vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec nos excellents intervenants qui, j'espère, mais j'en suis sûre, ont répondu à la majorité de vos questions. Et s'il reste d'aventure quelques questions, nous sommes à votre disposition pour boire un verre tous ensemble. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux.